Des milliards sont aujourd'hui investis dans les ETF et ETP Bitcoin. Pourtant, la plupart des investisseurs ne savent même pas ce qu'ils possèdent réellement. Parce que oui, acheter un ETF Bitcoin, ce n'est pas forcément acheter du Bitcoin au sens où vous le contrôlez vraiment. Dans cette vidéo, on va suivre le parcours de votre argent, voir où sont les vrais Bitcoins derrière, comprendre la différence entre ETF américain, ETP européen et surtout répondre à la vraie question: est-ce que vous possédez vraiment du Bitcoin ou seulement son prix? Le titre de cette vidéo est bien ETF crypto, possédez-vous vraiment du Bitcoin? Et c'est exactement la bonne question à se poser, parce que quand vous achetez un ETF Bitcoin, vous avez l'impression d'acheter du Bitcoin. D'un point de vue performance, c'est souvent vrai, ça suit bien évidemment le prix du Bitcoin. Si le Bitcoin monte, votre ETF monte aussi, mais juridiquement et techniquement, ce n'est pas du tout la même chose. Vous achetez du coup une exposition au prix du Bitcoin, mais ça ne veut pas dire que vous détenez du Bitcoin au sens que vous le contrôlez réellement. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que vous possédez réellement? Pour répondre à ça, il faut suivre le parcours de votre argent, puis le parcours des vrais Bitcoins derrière. D'abord, on va regarder le mécanisme du côté investisseur. Qu'est-ce qui se passe quand vous cliquez sur acheter? Puis ensuite, on ira voir ce qui se passe en coulisses du côté institutionnel pour comprendre où sont réellement stockés les bitcoins. Nous, les investisseurs, on va passer un ordre d'achat sur notre application, DEGIRO, Boursobank, etc. Peu importe. Vous cliquez sur acheter par exemple un ETF IBIT via un compte titre. Votre courtier reçoit l'ordre et l'envoie sur le marché traditionnel. Pour info, l'ETF IBIT, c'est un ETF de BlackRock, donc BlackRock est l'émetteur. Votre courtier reçoit l'ordre et l'envoie sur le marché traditionnel. Comme pour une action classique, vous n'avez pas acheté du Bitcoin, vous avez par contre acheté des parts d'un fonds, ce qu'ils appellent aussi le trust. L'ordre arrive au Nasdaq comme n'importe quelle action, c'est là que le prix se forme en temps réel. Mais derrière, il y a un acteur invisible, le participant autorisé, c'est lui qui du coup qui crée et rachète les parts des ETF. Ce sont des institutions financières comme Jane Street ou Virtu qui ont le droit de créer ou de racheter des parts de l'ETF. Quand la demande monte, ils créent de nouvelles parts en échange de Bitcoin réels. Vous détenez maintenant une part de l'ETF iShares Bitcoin Trust, mais attention, vous ne possédez pas de Bitcoin directement, vous possédez un titre financier. Alors, où sont les vrais Bitcoins? On va voir du coup la partie cachée du système. Et voici ce qui se passe en coulisses du côté institutionnel. C'est là que les vrais Bitcoins entrent en jeu. BlackRock, l'émetteur de l'ETF IBIT, ne détient pas lui-même les Bitcoins. Son rôle, lui, c'est de gérer les fonds et de donner les ordres d'achat et de vente de Bitcoin. BlackRock, du coup, passe par Coinbase Prime pour exécuter les transactions. Pour info, il n'y a pas que non plus que Coinbase qui fait ça pour le compte des institutions. En tout cas, pour cet ETF avec BlackRock, c'est bien Coinbase qui gère tout ça. Donc, il passe par Coinbase Prime pour exécuter les transactions. Coinbase Prime, lui, achète et vend les bitcoins sur le marché en fonction de la demande de part d'ETF. Une fois les bitcoins achetés, ils sont envoyés chez Coinbase Custody. C'est du coup une entité spécialisée dans la garde d'actifs numériques. Donc, la partie Custody stocke les bitcoins en cold storage, c'est-à-dire hors ligne, dans des coffres-forts numériques sécurisés. Les bitcoins sont réellement stockés quelque part, ils existent, mais ils ne sont pas physiquement chez vous, vous ne les détenez pas réellement. Ils sont chez le dépositaire sous le contrôle de Coinbase Custody, pas de BlackRock et encore moins du coup de vous. Donc si on récapitule tout ça, vous achetez un titre financier, BlackRock gère, Coinbase achète et stocke les bitcoins pour vous, aussi pour le compte de BlackRock. Donc les bitcoins sont bien réels, mais vous n'en avez pas du coup la clé privée, donc vous n'êtes pas réellement propriétaire de ces bitcoins. Il faut aussi qu'on clarifie une différence essentielle entre les États-Unis et l'Europe. Les deux schémas qu'on a vus juste avant, c'était le modèle américain avec BlackRock et Coinbase, mais en France et en Europe, on n'a pas exactement la même chose. D'ailleurs, même BlackRock a dû adapter son offre à l'Europe. Aux États-Unis, comme je vous ai montré avec l'exemple, ils ont l'ETF IBIT. En Europe, ils proposent le IB1T, qui est en gros un ETP Bitcoin. Et du coup, c'est pas
un ETF au sens juridique. Donc, aux États-Unis, vous avez de vrais ETF Bitcoin, donc Exchange Traded Fund. C'est vraiment des fonds d'investissement régulés par la SEC. Ces ETF détiennent réellement du Bitcoin physiquement via des entités comme Coinbase Custody. Et quand vous achetez une part, vous êtes copropriétaire du fonds. C'est une protection réglementaire assez forte. Le problème, c'est que ces ETF sont réservés uniquement aux résidents américains à l'heure actuelle. En Europe, nous, on a plutôt des ETP ou des ETN, donc c'est Exchange Traded Product ou Exchange Traded Notes. Pourquoi on n'a pas d'ETF? Parce que la directive UCITS qui régit les fonds européens interdit en fait les fonds monoactifs. Un fonds doit être diversifié, donc les émetteurs comme 21Shares, WisdomTree ou encore CoinShares contournent cette règle en créant des titres de créance adossés physiquement à du Bitcoin. Donc concrètement, ces produits détiennent aussi du Bitcoin physiquement comme aux États-Unis, mais juridiquement, vous n'êtes pas copropriétaire du Bitcoin. Donc vous êtes créancier de l'émetteur et c'est vraiment quand même une nuance qui est hyper importante. Vous dépendez du coup de la procédure de faillite. Donc le risque émetteur est donc légèrement plus élevé qu'avec un ETF américain où on est copropriétaire du coup du fonds. Mais attention, hein, dans les faits, si l'émetteur est solide et que Bitcoin est bien ségrégué, le risque honnêtement reste assez faible. C'est juste une différence de structure juridique. Maintenant qu'on a vu le mécanisme, on va répondre clairement à la question: possédez-vous vraiment du Bitcoin avec un ETP ou un ETF? La réponse c'est non, pas directement. Si on regarde la différence entre les deux systèmes, à gauche avec un ETP ou un ETF, vous en tant qu'investisseur, vous détenez un titre financier. Ce titre est émis par un émetteur. Les Bitcoins réels sont conservés par Coinbase Custody en stockage froid complètement hors ligne. Mais vous n'avez pas la clé privée, vous n'avez pas accès directement au Bitcoin, vous avez une créance financière sur l'émetteur. C'est pour ça qu'il y a un risque émetteur. Si l'émetteur ou le dépositaire a un problème, faillite, hack, fraude, vous dépendez du cadre réglementaire, des garanties et potentiellement de procédures judiciaires longues. Vous ne pouvez pas simplement signer une transaction et récupérer vos bitcoins comme ça. À droite, du coup, avec la self-custody, vous utilisez un portefeuille physique comme un ledger ou un trésor. Les bitcoins vous appartiennent du coup directement sur la blockchain. Vous contrôlez la clé privée, personne ne peut vous les confisquer. C'est un contrôle total, mais bien évidemment, attention, si vous perdez votre clé privée ou votre phrase de récupération, vous perdez tout. Il n'y a pas de service client, pas de bouton du coup, mot de passe oublié, même si voilà, il y a des, par exemple avec Ledger Recovery, ils ont aussi des abonnements où on peut voilà, dispatcher notre Ledger entre trois du coup entités de confiance. Il y a de plus en plus de choses qui se font pour justement se décharger en tant qu'investisseur de la responsabilité de nos 24 mots. C'est juste deux philosophies différentes: exposition régulée et simplifiée d'un côté, et souveraineté individuelle et responsabilité totale de l'autre. En Europe, on n'investit pas tous dans la crypto de la même manière, et surtout, toutes les solutions ne donnent pas le même niveau de possession, de contrôle et de flexibilité, également aussi pas les mêmes frais. La première option, les échanges crypto comme Binance, Kraken, Coinbase, potentiellement Swissborg, même si c'est un agrégateur. Là, vous achetez généralement du vrai Bitcoin et surtout, vous pouvez le retirer vers votre propre portefeuille décentralisé. Donc, allez vers de la self-custody, donc le fait de contrôler ses clés privées soi-même, de contrôler ses cryptos, si vous le souhaitez. En revanche, ça demande un peu plus de maîtrise technique, mais bon, voilà, avec des applications comme Swissborg, par exemple, ça se fait quand même assez simplement. La deuxième option, qui reste quand même assez récente, c'est les néobanques, hein, ou les applications d'investissement comme Trade Republic ou Revolut. Là, l'expérience est souvent beaucoup plus simple, mais pendant longtemps, le gros problème, c'était l'absence de retrait vers un portefeuille décentralisé. Là, récemment, depuis quelques mois, on a la possibilité normalement de retirer quelques cryptos, du moins Bitcoin, Ethereum. Pour le reste, voilà, j'avais vu que sur Trade Republic, par exemple, pour des cryptos un peu moins capitalisés que Bitcoin, Ethereum, c'était pas forcément possible de les retirer, même si je doute pas que ça va venir dans les prochains mois. Même si ça évolue, les retraits restent souvent quand même limités sur ces néobanques. Donc c'est quand même un moyen d'investissement qui est quand même beaucoup plus fermé
que les échanges crypto. Donc ces deux premières options révèlent plutôt d'un achat direct, comme je vous ai mis en dessous. La troisième option, c'est directement en finance décentralisée. Je vous ai mis des logos par exemple de Uniswap et Aerodrome. Là, on entre dans un monde beaucoup plus avancé, mais du coup, le contrôle est maximal. Et aussi, quand vous allez faire par exemple des swaps, du coup des conversions en crypto, ou même des envois, il n'y aura pas du coup de centralisation, donc il n'y aura pas d'intervention humaine quand vous allez acheter. Tout se fait avec des contrats intelligents de façon automatisée. On est vraiment sur le contrôle maximal. L'approche est complètement décentralisée, mais la complexité et les risques opérationnels sont nettement plus élevés. Ce n'est clairement pas le point d'entrée, en tout cas pour un simple débutant, ça clairement pas. Mais c'est quand même intéressant du coup de le mettre. Et la quatrième option, c'est ce qu'on a vu, en tout cas c'est aussi le sujet de cette vidéo, c'est les ETP et ETN disponibles en compte titre chez les acteurs comme Boursobank ou Desgiro. Là, vous achetez un produit coté en bourse, régulé, simple d'accès, mais vous n'achetez pas du Bitcoin directement. On achète ces ETP, ETN sur un compte titre ordinaire. Voilà, c'est aujourd'hui, en tout cas, c'est pas éligible au plan épargne action. On a la même fiscalité, en tout cas, sur les valeurs mobilières en achetant ces ETP, ETN. On va juste voir après que c'est quand même un point qui est relativement négatif. Et c'est là que se situe la distinction essentielle pour cette vidéo. Avec les solutions d'achat direct, vous pouvez potentiellement détenir de la vraie crypto avec plus ou moins de liberté selon la plateforme. Les néobanques, on aurait pu potentiellement les mettre dans l'achat direct. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec les solutions ETP, en Bitcoin, ETN et également les néobanques, il faut vraiment faire attention au retrait sur les portefeuilles décentralisés. Vous avez du coup aucun contrôle, vous pouvez pas du coup faire de stacking, même si bien évidemment il y a aussi des ETP qui maintenant incluent le stacking. Donc ça, c'est vrai que ça peut être quand même intéressant. Mais bon, voilà, si vous voulez un petit peu pousser plus loin et voir les différentes possibilités, c'est quand même mieux en tout cas de détenir ses propres cryptos et de pouvoir le faire soi-même, d'avoir du coup d'accéder complètement au rendement de la finance décentralisée. Alors que voilà, l'achat en direct sur les échanges et également en finance décentralisée, c'est bien évidemment possible. Il faut bien comprendre aussi que quand on achète en direct et qu'on détient du coup par exemple sur un portefeuille décentralisé nos propres cryptos, bien évidemment, il y a beaucoup plus de responsabilités. C'est aussi un peu plus technique. Quand on achète voilà, un ETP par exemple sur Bitcoin, on fait du coup confiance à l'émetteur. Bien évidemment qu'il y a des risques, mais au moins on leur confie les responsabilités. Donc ça peut être intéressant. Une grosse différence aussi, c'est que sur ces ETP, ETF, il y a des frais de gestion de 0,15 environ à 0,35% par an selon l'émetteur et bien évidemment des frais de courtage aussi qui sont généralement plus élevés qu'un échange classique. Alors que sur les achats en direct, par exemple sur un échange comme Binance, c'est plutôt au minimum à 0,06%. Jusqu'à potentiellement 1,5% avec des échanges comme Kraken. Bien évidemment, si on veut faire des retraits, on aura des frais de réseau, mais généralement, c'est quelques centimes. Et c'est surtout aussi au niveau de la fiscalité, quand vous achetez des ETF, ETP et même sur Revolut, quand vous achetez les cryptos et que par exemple, vous allez les trader sur Revolut, faut bien comprendre que vous allez agir comme si c'était un compte titre ordinaire et du coup on aura bien évidemment la flat tax, donc les 31,4% à chaque revente. Donc voilà, ça faut pas l'oublier, alors que bien évidemment quand on fait des achats en direct, soit en DeFi ou avec les échanges, du moment qu'on reste en crypto, on n'a pas de taxe. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant et ça permet du coup de reculer l'imposition le plus tard possible et surtout de pouvoir par exemple de faire capitaliser par exemple nos stablecoins, nos profits, etc. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc si je devais résumer cette vidéo, faut bien comprendre que un ETP, un ETN, c'est quand même pas la même chose que détenir du Bitcoin sur son propre wallet. Avec un ETP, vous achetez surtout une exposition financière au prix du Bitcoin dans un cadre boursier simple et régulé avec un achat direct et encore plus du coup si vous détenez vous-même les cryptos sur un portefeuille décentralisé. Là, vous contrôlerez réellement l'actif et au fond, tout le sujet est là. Plus vous allez vers la simplicité, plus vous vous éloignez de la possession native et aussi de pourquoi
ont été créés également les cryptos et la blockchain. Et plus vous allez vers la souveraineté, plus vous récupérez du contrôle, mais aussi de la responsabilité. Et il y a même un point aussi dont on parle encore trop peu en 2026, la sécurité physique, avec la hausse des braquages et kidnappings liés à la crypto. En tout cas, en France, quand même, c'est un vrai sujet. Détenir ses fonds soi-même peut aussi exposer un risque humain bien réel, alors qu'à l'inverse, ça c'est sûrement aussi un des avantages d'un ETP ou d'un ETN. Vous n'avez pas de wallet, du coup de portefeuille décentralisé à vider sous la contrainte. Rien que pour cette raison, potentiellement que le fait d'investir sur ce genre d'ETF crypto avec des émetteurs, ça pourra peut-être convenir à certains profils. C'est vraiment à prendre en compte en 2026. Et voilà, peut-être que avec les kidnappings crypto, le fait d'avoir ces cryptos de façon décentralisée va se faire de moins en moins, parce que c'est vrai que ça quand même ça expose les gens à des risques par rapport aussi aux réglementations DAC8. Donc voilà, il n'y aura pas forcément d'infos qui seront remontées aux informations fiscales si on passe par un ETF crypto, contrairement à si on passe un échange du coup par exemple réglementé NICA, où là les autorités fiscales devront automatiquement envoyer les données des investisseurs. Donc c'est vrai que ça, par rapport à ça, peut-être que d'investir sur un ETP ou un ETN peut être plus intéressant pour l'avenir. La bonne question, ce n'est pas seulement est-ce que je possède vraiment du Bitcoin. La vraie question surtout, est-ce que je recherche réellement la simplicité ou la souveraineté. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire le moyen que vous préférez, en tout cas pour investir. Il y avait les 4 moyens que je vous ai montrés, donc vous pouvez aussi choisir un des moyens que je vous ai montré. J'espère en tout cas que cette vidéo a pu vous aider et que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.